Tout cela dans un même vocable pour que le congrès de consensus qui arrive maintenant en octobre puisse être fait. Si les militants qui vont être convoqués avec la pandémie, puisque le nombre, j'étais à 179 délégués quand j'étais élu, maintenant nous réduisons le nombre à 50, mais comme le quorum sera atteint, donc voilà, celui qui passera, qui sera élu, sera celui qui dirigera l'UPG. Expliquez-nous ce concept de congrès par consensus. Ça implique quoi exactement? Bon, écoutez, vous savez, l'UPG a des origines. Vous avez la famille biologique de grandes gueules. Et vous avez les initiateurs, les fondateurs de l'UPG qui ont pris leur retraite. Ils n'ont pas d'activité au sein du parti, mais ils veillent. C'est eux qui nous ont appelés. Dire, il y a deux courants. Oui. Et j'ai même dit quelque part que Jacques et moi, nous sommes nécessairement complémentaires. Donc, ils ont dit pour ce faire, c'est les militants qui doivent décider. Donc, le consensus, le mot consensus vient de là. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'aujourd'hui, il persiste ces signes. Nous, qui sommes d'accord pour le consensus, nous avons les attributs du parti, nous sommes au siège national, c'est nous qui dirigeons le parti, nous avons le sceau du parti, donc je crois que la légalité est pour nous. Nous cherchons maintenant la légitimité que les militants, enfin les délégués des militants viendront confirmer au Congrès. Alors, maître, vous parlez de courant. Il y a cette divergence de courant entre vous et Jacques Bonimy. Ouais. Jacques Bonimy, qu'on connaît, membre de la NAAD, qui est vraiment de l'opposition, vraiment comme opposition. L'aile dure. L'aile dure de l'opposition. Monsieur Maître Alfred, lui, quand même, qu'on a vu faire des yeux doux au pouvoir d'Alpha Condé, qui, quand même, a été celui qu'on a vu très proche du RPG Arkansas ou du pouvoir en place. Comment pensez-vous pouvoir concilier aujourd'hui vos positions, vous mettre ensemble pour la survie de l'UPG? Le testament politique de Jean-Marc Doré, c'est le centre. Le RPG Arc-en-Ciel et le UPG ont fait des alliances politiques en 2015, du vivant du feu Jean-Marc Doré. Donc moi, je suis à l'endroit, comme dirait l'autre. Je suis dans le testament politique de Jean-Marc Doré. Mais il n'y a pas ce courant quand même en Guinée. En Guinée. La constitution est... Mais vous avez un courant, légalement, ce n'est pas fait, mais sur le plan de ceux qui n'assistent pas, vous avez parlé de bipolarisation aujourd'hui de la vie politique, l'UPG d'un côté, le RPG d'un côté. Et ceux qui sont nés dans l'un ou dans l'autre, vous les placez où? C'est un courant. Mais ils doivent s'aligner quelque part. Pardon? Ils doivent s'aligner quelque part. Oui, ils doivent s'aligner quelque part. Le dit ainsi, mais la Constitution, justement, ça tombe à propos. La nouvelle Constitution nous fera en sorte que ce courant-là existe. Ouais. Vous n'êtes pas sans savoir que Mohamed Silla, qui est chef de l'opposition, disait qu'il était de l'opposition centriste. Donc, ce courant-là commence à générer. C'est la légifération légiférer maintenant ce courant qui doit exister. Mais dans les faits, ceux qui ne sont pas dans l'UFDG ou dans l'URPG, il faut les mettre quelque part. Est-ce que Maître Matos, aujourd'hui, le parti reprend le congrès consensuel, comme vous le dites, vous pensez vraiment que Jacques Bonimy est-il prêt à quitter l'ANAD, à quitter cette autre faction politique qui est quand même une aile dure de l'opposition ou de la classe politique, et vous suivre dans votre dynamique de rapprochement à un autre courant qui ne soit pas celui que lui défend de l'autre côté? Vous savez, ni lui ni moi ne sommes propriétaires de l'UPG. Ouais. C'est le Congrès qui décidera et de la ligne politique et des dirigeants. Si le Congrès choisit M. Jacques Bonimy, s'il est candidat, ou moi, ou un autre, c'est le Congrès. Donc ceux qui ne seront pas dans le Congrès seront hors du Congrès, sont hors la loi. Par conséquent, celui qui se prétendra de l'UPG en dehors du Congrès qui va être prévu, je pense que, vous suivez mon regard, il ne sait pas dans la légalité. Un mot sur votre gestion. Parce que vous avez dit tout à l'heure, les choses ne se sont pas bien passées. Pendant les élections communales, vous aviez fait alliance avec l'Union des forces républicaines. Vous êtes conseiller communal par ailleurs, c'est bien cela. Donc, est-ce que vous assumez l'erreur ou disons l'échec que vous avez enregistré pendant disons cette période? Est-ce que l'héritage de Jean-Marie Doré, vous avez eu du mal à le supporter, vous reconnaissez cela? D'abord, je vous dis, pour d'abord succéder à Jean-Marie Doré, c'est pas quelque chose de facile. Parce que l'icône que vous connaissez a été du centre depuis tout temps. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, nous avons convoqué ce congrès extraordinaire justement pour faire le ménage, pour essayer de faire le point de ce qui n'a pas marché. L'alliance avec l'UFR n'est pas de moment.
au moment de la législature, nous avons fait un groupe parlementaire avec l'UPG, nous avons 2 partis, il fallait 12 membres pour faire un groupe parlementaire. Nous étions avec l'UFR. C'était pas de mon temps. Les grandes gueules. Je ne suis pas venu conseiller communal au hasard au niveau sur la liste de l'UFR. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? L'UPG est toujours indexé comme un parti de la forêt. Dans ma stratégie, toujours, je dis c'est pas la vérité. C'est une stigmatisation. Passez-moi l'expression. Dans ma stratégie, j'ai dit comment intégrer l'électorat de la capitale. Au national. Au national. Ouais. Donc, c'était une opportunité. L'UFR m'a fait appel et je suis de Ratouma depuis très longtemps. Et j'ai fait un sondage de ce que ça valait d'être de venir dans les grandes gueules. Dans cette alliance. Et je me suis présenté donc dans l'objectif. Mais cela m'a valu de dire que je suis de l'UFR et qu'un président de l'UPG ne peut pas se présenter sur la liste d'un autre parti. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. Moi, je considère que chaque fois qu'on peut avoir un suffrage électoral, il faut y aller. Est-ce que votre problème ne viendrait pas justement de là? Parce que c'est vrai. Le problème, pas mon problème. Oui, dire que c'est un parti de parti, dire que c'est un parti national, mais on oublie souvent que c'est un parti qui amène à une base traditionnelle. Et on ne peut pas rompre avec cela. Que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui pensent que ce parti est devenu tout simplement une coquille vide et c'est finalement l'ANAD qui est en train de monter en puissance? Écoutez, l'ANAD, c'est un consortium. Oui, c'est une alliance politique, ça on sait. Mais au sein de l'ANAD, on sait qu'il y avait l'UNAD. C'est l'UNAD, finalement, qui est une extension qui devient l'ANAD. Mais on sait qu'au sein de ce parti, aujourd'hui, il y a beaucoup de partis qui se recommandent de la forêt, qui sont en train de prendre justement de la place où vous devez normalement réussir. Moi, je ne raisonnerai pas comme ça que le parti de la forêt. Je dis, c'est un parti national. J'ai dans mes convictions personnelles, je suis quelqu'un qui va chercher l'électorat, pas en me présentant comme parti de la forêt. Ça, je veux que cela soit clair tout de suite. Mais le Congrès décidera du sort de la ligne politique du parti et de ceux qui dirigeront le parti. Voilà. Jean-Alfred Matos, président de l'UPG, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, Tamba. Moi, ce qui m'interpelle, c'est inspiré par la réaction de plusieurs acteurs, y compris au sein de votre parti politique. C'est finalement vos rapports avec la mouvance, avec le RPG Arc-en-Ciel, donc la mouvance présidentielle telle qu'on l'a connue ces dernières années. On est allé parfois jusqu'à suspecter que vous fassiez à la Kassory, si vous preniez les rênes du parti, votre ambition serait justement de pas seulement l'allier, mais le fondre à l'intérieur du RPG Arc-en-Ciel. Donc 2 questions. Quels étaient vos rapports jusque-là avec le RPG Arc-en-Ciel et qu'en est-il de ce préjugé de fusion? Les grandes gueules. J'ai dit tout à l'heure que le testament politique de Jean-Marie Doré nous ont laissé dans une alliance avec le RPG traditionnellement. Vous vous souviendrez qu'il il a été Premier ministre de la transition qui a apporté cette démocratie. Donc, par rapport au rapport avec le RPG, nous avons eu à faire une réunion après les élections de 2015 en leur disant, dans une élection, il y a avant, pendant et après. Quel est le sort de l'UPG après l'élection présidentielle à laquelle vous avez gagné, vous avez pris part et votre leader a gagné? On n'a pas eu de réponse. Donc, le Congrès, c'est les militants qui décideront. Et en fait, quand j'ai été élu, il y avait une fronde. Il disait d'aller directement à l'opposition. Je dis attention, il ne faut pas que nous soyons dans l'émotion pour aller là où on ne nous a pas laissé. Bien. Il fallait faire de la réflexion. Donc, pour répondre à votre question, je suis encore président de l'UPG. Si je voulais fondre avec le RPG, ce serait fait depuis. Ça, je vous tiens à vous dire. Vous pouvez le faire? Non, vous pouvez le faire sans les autres? Non, mais il y a des textes fondamentaux. Il y a le bureau politique. À l'Assemblée, on aurait convoqué une Assemblée qui aurait décidé du sort. Mais il y a des choses que... Mais vous, personnellement, vous n'avez jamais eu ce type d'intention en tant que président de l'UPG? Sinon, personnellement, je serais allé dans le RPG en tant que Matos Jean-Alfred. Bien. Je vous l'ai dit. Mais l'UPG n'est pas, comme dirait l'autre, je ne peux pas paraphraser quelqu'un qui dit personne n'a le titre foncier de l'UPG, il ne faut pas galvauder le terme. Mais je dis, seuls les militants, les délégués ont le pouvoir de choisir la ligne politique de... Qui sont finalement ces militants dont vous parlez? Parce que on parle quand même de Jacques Bonimy. Jacques Bonimy, qui lui aussi
se revendique être à la tête de l'UPG. Mieux, j'ai quand même écouté certains membres de votre parti qui disent que l'héritier légitime de ce parti permettait l'expression. C'est bien Jacques Bonimi, parce que le président, le feu Jean-Marie Doré, l'aurait désigné ainsi. Au moment où j'étais élu, il était commissaire à la CENI. Je voulais apprendre. Quand j'étais élu avec 119 délégués qui étaient venus, le quorum était atteint et j'ai atteint les 90%. Au moment où on faisait l'élection, l'Assemblée générale extraordinaire qu'ils ont transformé en assemblée élective, c'est là il a été, mais avec 50, je ne sais pas, je ne connais pas le nombre, mais je pense que le quorum n'était pas atteint. Mais le fond du débat aujourd'hui, que vous disiez que qui est légitime ou qui n'est pas légitime, mais le Congrès nous le dira. Bien. Allez, on va parler de l'actualité, évidemment, dans cette émission. Monsieur le Président, on parle de cette transition. Depuis le 5, vous le savez très bien, la Guinée a un nouveau patron. Je parle de la tête du pays, colonel Doumbouya. Comment vous avez appris, ce coup d'État? Bon, d'abord, en tant que catholique, je m'apprêtais à aller à la messe. Ok. Et mon frère m'a appelé, je fais une alternance entre la cathédrale Sainte-Marie et puis Saint-Augustin de Taouya. Ce jour-là, je voulais partir je venais de laver à Sainte-Marie. Ouais. Et mon frère m'a appelé, il dit non, ne bouge pas, tu ne vas pas. J'ai dit pourquoi? Il me dit ça ne va pas. Donc, chacun a ses réseaux. Donc, sur les réseaux sociaux, j'ai appris que le coup d'État a été fait. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les coups d'État classiques, on prend la radio, puis mais c'est sur les réseaux sociaux que tout le monde a eu cette nouvelle. Et à partir de ce moment-là, je crois que chacun a commencé à prendre acte. Ouais. C'était prévisible pour vous ou pas du tout, Maître Matos? Écoutez, les signes avant-coureurs, on pouvait le sentir. Ouais. Parce que, vous savez, les prisonniers politiques, la constitution décriée, le panier de la ménagère, il y avait quand même, les ingrédients commençaient à se réunir. Mais j'avoue que le mode opératoire était vraiment super. Faire ça un dimanche, et avec une rapidité, pour ne pas dire facilité. Coup d'état 5G, comme on dit. Bon, quelqu'un m'a dit de l'extérieur, un ami m'a dit que vous avez fait un coup d'état avec civilité. J'ai dit non, je ne sais pas si c'est avec civilité, c'est pas possible. Un coup d'état, c'est antinomique. Donc je dis et je répète, si avant-coureur, certes, mais le mode opératoire et le moment de le faire, et ça, je crois que j'ai été autant surpris que beaucoup d'autres. Alors, puisque vous l'avez dit, les signes avant-coureurs étaient là déjà, et comment vous percevez ce coup d'État aujourd'hui, ce renversement d'Alpha Condé, qui était quand même en cours de mandat, même si c'est un troisième mandat? Par principe, l'irruption des militaires dans l'arène politique, on a toujours parlé de la... parce qu'il n'y a pas d'alternance. Mais l'alternance seule ne suffit plus. Il faudrait que la population, on a vu des présidents à vie, pratiquement, pas seulement l'expression, mais les populations ont toujours eu, si vous voulez, le minimum vital. Il faut beaucoup d'ingrédients aujourd'hui pour que les militaires puissent justifier, du moins, leur entrée dans la scène politique. J'ai apprécié les premiers discours, Rawlins l'a cité, qui dit quand l'élite fait de la brimade sur sa population, les militaires ont le droit de... Est-ce que c'est d'actualité? Ça prouve, parce que l'euphorie après ce coup d'État, c'est pas nouveau. Ça veut dire que vous prenez acte, vous saluez ce coup d'État? On l'a déjà dit. Vous saluez le coup d'État? Alpha Condé devait partir. Écoutez-moi, un coup d'État, c'est quand vous saluez, ça va de soi. Ça va de soi qu'il devait partir. Je vous dis encore ce que je peux rajouter, c'est qu'à ce niveau... Vous n'êtes pas malheureux en apprenant cela? Non, on met le compteur à zéro. Mais non, mais attendez, on va parler vrai là. Vrai. Ici. Voilà. Vous n'êtes pas malheureux. Malheureux, le terme n'est pas trop fort, parce que moi je suis issu d'un fait politique. Mon papa est mort au Cambaro. Donc au regard de tout ce que vous dites, parce que vous dites qu'il y avait des signaux, donc ça veut dire que c'est légitime ce coup d'État-là. Oui, puisque oui, c'est légitime. Il faut que l'armée, les militaires prennent leurs responsabilités. C'est la seule force organisée. On a bâillonné les partis politiques. On ne leur a pas permis de siéger. Les sièges ont été ballonnés. Même vous, la presse. Il y a un acteur de l'opposition qui dit que, compte tenu de ce que Doumbouya a fait, lui dit que c'est salutaire. D'ailleurs, je vais taire son nom, il part plus loin pour dire qu'il faut proposer dans la prochaine constitution qu'on dise explicitement, lorsque la Cour constitutionnelle échoue, le procureur de la République n'arrive pas à arrêter le président, et qu'on dise explicitement que l'armée puisse prendre le pouvoir en Afrique. Est-ce que vous pouvez militer pour une telle chose? Le force, et moi je suis juriste pur et dur, le force de la loi, mais inscrire ça dans une constitution, c'était trop dire. Mais ce que je pourrais dire par contre, il faut une refonte.
Et la lettre du cardinal Sarah, je sais pas, m'a beaucoup interpellé. Il faut une refondation de la société. Il faudrait une transition, elle doit avoir un timing, elle doit avoir un contenu. Il y a eu déjà la transition de 84, ça vous le savez, mais celui qui est plus récent, c'est la transition du CNDD, où les concertations sont venues après la mise en place du gouvernement et du CNDD. Mais c'est aujourd'hui, ils consultent, ils ratissent large avant de prendre ces décisions. Les grandes gueules. Quel est le contenu qu'il donne à cette transition? Parce que cette transition a nécessairement une durée. C'est un choix que vous ne comprenez pas, le fait de... Ah si, je comprends, je comprends, parce que je dis, il faut écouter. Il faut être à l'écoute du peuple, surtout des forces, ceux qui composent les forces vives de ce pays, pour prendre acte de le ressenti qu'ils ont, et ensuite le temps de la réflexion, et ensuite le temps des actes. Bien. Allez, on va parler de propositions maintenant, Mafoudia Bangoura. Justement, Mafoudia, d'accord. Vas-y, Jacques. La galanterie vous oblige. Les grandes gueules. Parce que vous aviez parlé tout à l'heure du contenu qu'il fallait donner à cette transition. Et concrètement, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait? Peut-être en combien de temps pour que nous puissions sortir de cette exception? Bon, écoutez, d'abord, pour qu'une transition soit... il faut qu'elle soit crédible. Pas que juge est parti, il faut être arbitre. Quand vous venez pour une transition, il ne faut pas prendre part aux prochaines jours électoraux. C'est pas possible. Vous pouvez être jugé parti. D'abord ça, le principe doit être clair. Ensuite, une transition doit avoir un contenu. Il faut des audits. Pour ne pas commettre les erreurs du passé, il faudrait faire en sorte que ce filtre des audits, que personne ne puisse passer, ou les vieux chevaux de retour, passez-moi l'expression, reviennent encore comme on a vu par le passé. Donc, je n'ai pas de leçon à donner, mais je pense que... Est-ce qu'il faut obligatoirement une charte? Parce qu'on le voit, c'est à la mode. Quand on prend le Mali, on prend le Burkina, entre autres. Est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de se référer à une charte pour mener à bien cette transition? Moi, je pense qu'ils doivent... une charte comme unilatérale. Oui, parce qu'ils doivent, pour moi, ils doivent être comptables. Les grandes gueules. Responsables de leur transition. Qu'il n'y ait aucune pression, parce que les pressions vont venir de part et d'autre pour dire... Ça a déjà commencé. Qu'il faut aller vite pour qu'on aille aux élections. Mais les élections, pourquoi? On a eu tant d'élections, qu'est-ce que ça a donné? Donc, essayons encore de faire confiance, mais il faudrait qu'ils aient une attitude d'arbitre, d'être au-dessus de la mêlée. Bien. Maître Jean-Alfred Matos, président de l'UPG, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, Mafoudia. Alors, les Guinéens semblent vouloir tout et beaucoup de choses en même temps. Dites-nous, avec le gouvernement de transition qui devrait être mis en place, on se rappelle, avec le CNDD, c'était Jean-Marie Doré qui était là. Aujourd'hui, avec un gouvernement de transition, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait être la priorité pour cette équipe, aujourd'hui, avec le CNRD? Merci bien. C'est d'abord consolider les fondamentaux de la République. Parce que la République guinéenne existe toujours. Les fondamentaux de la République, Obama l'a dit, je cite toujours le Ghana, parce que je sais qu'ils ont bénéficié de 2 coups d'État de Général Luis, mais aujourd'hui, ils bénéficient d'une démocratie stable, avec des renouvellements, avec des mandats bien mesurés. Mais je dis, les attentes des populations sont grandes. Ils ne peuvent pas faire le parcours du combattant, faire les 10 travaux d'Hercule, c'est pas possible. Il faudrait juste asseoir les fondements de la République, faire un filtre, ne pas que les hommes et les femmes qui vont occuper les institutions fortes de cette République nous amènent à ce que nous avons connu. Donc le délai pour vous, ça n'a pas de sens. Il faut accorder le maximum de délai qu'il faut, parce qu'on voit beaucoup de politiques aujourd'hui très pressés à se dire il faut aller vite, il faut aller vite. Je n'ai pas la prétention, Lamine, de vous dire quelle est la, mais je pense que pour être concret, il faut un minimum de 2 ans. 2 ans, minimum. L'appétit vient en mangeant, hein. Ça c'est humain. On a vu mon frère Ladis ici, si je veux. On se rappelle encore cela. Est-ce que vous ne trouvez pas que accorder beaucoup plus de temps sans contenu à cette junte, on risque de tout mélanger et ne rien faire, ne rien obtenir comme résultat, ou de mettre maintenant, comme vous parlez de 2 ans, et le contenu de la transition soit défini fondamentalement, les audits,
pour qu'on aille vite, pour ne pas encore, parce qu'on a trop serré la ceinture. Est-ce que c'est le rôle même des militaires? Non, en fait, tout ça. La durée et le contenu doivent aller ensemble. C'est un couple. On ne peut pas vous donner de durée sans donner de contenu. Il faut justifier la durée par le contenu. Donc, nécessairement, la charte dont parlait M. Guirassy était une chaîne nécessaire, mais je ne voudrais pas qu'on leur impose, parce que à la clé, ils doivent être comptables. Vous avez tout à l'heure la petite vie, je dis, mais il faut faire des garde-fous en sorte. L'international nous observe. Les embargos peuvent venir, si vous ne faites pas les choses intelligemment, enfin les militaires ne font pas, ceux qui sont aux affaires ne font pas les choses intelligemment, les internationaux, moi j'apprécie d'abord les secteurs miniers, ne pas les fermer. Et vous savez que c'est les mines qui stabilisent notre monnaie, ça aurait pu impacter durablement sur le panier de la ménagère qui en souffrait déjà. Donc je pense qu'il faut leur donner encore un gage de confiance pour que au Mali, il y a beaucoup qui ont milité pour aujourd'hui qui militent d'ailleurs pour une prolongation de la transition, parce que les élections sont prévues le 27 février. Au regard des chantiers qui attendent la junte, le découpage territorial n'est pas encore fait. C'était une promesse pour 6 mois. La révision constitutionnelle n'est pas faite. Ils doivent repenser le système électoral et mettre en place l'organigramme de la gestion des élections. Rien n'est fait. Est-ce qu'en Guinée, vouloir ne pas cantonner ces militaires-là, on ne risque pas de se retrouver dans le même scénario, à demander à un moment une prolongation encore de la transition, sachant qu'on a quand même des exigences à répondre? Le seul risque qu'il faut éviter, c'est qu'ils ne soient pas arbitres jusqu'au bout. Ça, c'est ce qu'il faut déjà, c'est ce qu'il faut prendre, c'est le lait sur du feu. Pas seulement l'expression, il faudrait qu'ils soient arbitres jusqu'au bout. Maintenant, quel que soit le contenu, à partir du moment qu'ils vont aboutir à un processus électoral, un fichier électoral bien ficelé, moi je pense qu'il n'y a pas de raison. Parce que se précipiter sur des élections, un processus électoral et aboutir encore à des émeutes que nous avons connues, à des trucs que nous avons connus, je pense que c'est pas nécessaire. Bien. Maître Alfred Matos, notre invité ce matin, allez-y, Tamba. Alors, deux questions rapidement. Vous avez entendu la CEDEAO, 6 mois de transition pour l'institution régionale, 6 mois de transition. C'est Loudalen Diallo qui se dit favorable à la constitution de 2010. C'est quoi votre position sur cet avis de monsieur Diallo? C'est la première question. La deuxième question, vous parliez tout à l'heure des fondamentaux de la République. Un des mérites de la gouvernance Alpha Condé, c'est d'avoir doté la Guinée à la fois d'instruments et d'institutions. Ça, c'est un véritable mérite. Que faut-il faire et de quoi parlez-vous quand vous parlez de fondamentaux de la République? Il y a quoi dans ces fondamentaux-là? Quand je parle de votre deuxième question, quand je parle de fondamentaux, c'est que les hommes et les femmes qui vont composer ces institutions-là soient suffisamment à la hauteur de leur mission pour pouvoir conduire la Guinée à bon port. Mais ça, des fondamentaux de la République, ça c'est des fondamentaux de la République. Des institutions fortes, c'est pas de l'abstrait, c'est des hommes et des femmes qui contiennent. Mais vous avez dit que le CNRD doit travailler à construire les fondamentaux de la République. Mais des hommes avec des compétences, c'est pas les fondamentaux de la République. Je dis, vous avez cité que les fondamentaux déjà sont en place. Vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez l'Assemblée et tout, vous avez la Cour des comptes. Je dis, quelles que soient les institutions que vous mettez en face, pour qu'elles soient fortes, c'est le contenu, les hommes et les femmes qui accompagnent en fait, qui pilotent ces institutions, et la probité, et puis l'indépendance de ces institutions-là dépend des hommes. Vous avez, paix à son âme, le président de la Cour constitutionnelle, qui a eu le courage de dire, voilà, on ne peut pas, je ne sais pas comment répéter sa phrase, mais cela a valu. Révisionniste. Voilà, exactement. Mieux, à l'époque même du PDG, le président secrétaire, le professeur, le cardinal Robert Sarah avait dit que le pouvoir use. C'était prémonitoire. Donc aujourd'hui, maintenant pour répondre à votre première question, je dirais simplement que je n'ai pas la prétention de dicter, de faire un commentaire sur ce que le président Sello a dit, mais je crois savoir que même la constitution de 2010 avait été taxée d'une constitution faite entre 4 murs. La constitution qui vaille la peine, c'est une constitution référendaire. Il faudrait que le peuple décide de son sort sur le plan constitutionnel. Voilà ma position. Voilà, Maître Jean-Alfred Matos, merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les GG ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir.
restons vigilants. Car le pouvoir, c'est vous, le peuple.